Salut, c'est Perrine de Basiologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de Kevin, un technicien animalier qui travaille dans le secteur privé avec des animaux de laboratoire. Ça a été une discussion très enrichissante et vous verrez que Kevin aime son métier mais aussi les animaux. Et je suis vraiment contente de mettre en avant des personnes qui œuvrent chaque jour pour que les animaux puissent être respectés le plus possible et que les réglementations soient suivies au mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Kevin. Salut Perrine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner. Excuse-moi pour cette voix cassée aujourd'hui parce que ça va être un peu compliqué. Donc désolé aussi à nos chers auditeurs pour ma petite voix qui est cassée. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner à propos de ton métier qui peut parfois en fait porter polémique. Et donc je suis vraiment en fait contente de pouvoir mettre en lumière ton métier et expliquer aussi de manière plus claire en quoi cela consiste. Alors pour des raisons de sécurité, j'ai choisi de ne pas divulguer ton identité. Donc on aura juste simplement un prénom que l'on a, Kevin. Et à savoir que cette interview ne sera pas là pour faire l'apologie de l'expérimentation animale, ni d'en faire son procès. Et donc c'est à vous, auditeurs, d'en faire votre avis tout en restant respectueux de chacun. Mais j'ai choisi en fait d'aborder cette thématique afin d'expliquer le quotidien d'une personne donc comme toi et les réglementations qui sont mises en place, dont nous avons déjà mentionné dans l'épisode il y a 2 semaines sur la recherche préclinique, qui montrait que tout n'est pas noir, mais ainsi que des choses évoluent et sont mises en place afin d'intégrer de plus en plus le bien-être animal en France. En tout cas, avant de commencer, je te laisserai dans un premier temps donc te présenter au mieux pour qu'on en sache un peu plus sur toi-même ou ton métier. Merci Perrine, merci pour cette introduction et merci de me recevoir. Donc comme tu le disais, mais c'est vrai que mon métier porte un petit peu à polémique, mais j'ai plaisir à en parler, à en partager et c'est pour ça que j'ai accepté de venir témoigner au sein de ton podcast. Donc je travaille dans cette société depuis 3 ans et demi maintenant. Et je suis arrivé dans ce milieu, donc j'ai fait des études scientifiques, et je suis arrivé dans ce milieu un petit peu sur le tard, parce que ma scolarité a été un petit peu chaotique, et au final, c'est ma sortie d'études suite à une première année de master qui m'a orienté vers ce secteur, et qui fait que maintenant, je m'épanouis dans ce domaine. Ok. Et du coup, quel est ton métier? Parce qu'on ne l'a pas encore mentionné. Alors, donc, je suis technicien animalier dans un laboratoire de recherche en pharmacologie. D'accord. Et donc, donc là, tu parlais des études qui ont été chaotiques. Quel a été, dans un premier temps, le diplôme qu'il a fallu pour ce poste? Alors, d'abord, moi, j'ai fait un lycée scientifique avec un bac scientifique. Et ensuite, je me suis orienté en licence de biologie. Mhm. Donc, j'ai eu ma licence de biologie, mention physiologie. Et ensuite, j'ai voulu continuer donc, pour un parcours plutôt à vocation recherche. J'ai enchaîné sur un master de physiologie. Et en fait, là, j'ai fait 2 premières années. Et avec les modalités de validation, j'ai pas réussi à obtenir tous mes crédits pour valider toutes mes matières. Et donc, j'ai décidé, puisque je n'arrivais pas à réussir à valider toutes ces matières, de tenter ma chance dans le milieu professionnel et de réussir. C'est une bonne chose, bon moyen de rebondir aussi, au lieu de forcer, si tu vois que ça passe pas, bon, tu as rebondi. Et donc, c'est là que tu as trouvé après un poste donc, de technicien animalier? Oui, en fait, j'ai fait une candidature spontanée. Je connaissais un petit peu ce secteur, parce que des amis travaillaient en tant qu'étudiants, ils faisaient des jobs étudiants et ce secteur permet de recruter par cet intermédiaire. Donc j'avais déjà eu vent de ce qui était ce métier. Et donc en sortie d'études, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc je me suis renseigné et j'ai fait une candidature spontanée. J'ai été reçu à un entretien. Mon profil les a plu. Et comme c'est un secteur, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, qui est très axé sur la formation et les chances offertes aux employés. Ils m'ont recruté et donc depuis j'exerce ce métier. Voilà. Bon, très bien. Et donc là tu parlais des formations, c'est-à-dire qu'ils vous forment après sur le tas ou il faut quand même un diplôme pour y arriver, ou par exemple une personne en sortie de lycée pourrait postuler et ensuite aller former par l'entreprise? Alors, sortie de lycée, je pense que c'est un peu tôt. Je sais qu'ils misent beaucoup sur l'alternance. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent avec un statut d'alternant et qui avancent comme ça dans la société, qui valident un diplôme, qui continuent et éventuellement reviennent plusieurs années après parce que le secteur leur a plu. Ils ont juste obtenu les diplômes nécessaires à travailler dans ce secteur. Mais au minimum, ils demandent sans trop de problèmes avec une licence. Après, c'est vrai que c'est un secteur qui est de plus en plus demandeur d'employés.
Donc, Ok, c'est-à-dire ils recrutent beaucoup oui, ils recrutent dernièrement. beaucoup et c'est le cadre de mon entreprise. Ils ont tendance Mhm. à être de plus en plus larges parce que, comme je te le disais, la formation Mhm. est extrêmement importante et même une personne qui est du domaine, qui rentre dans cette entreprise, devra suivre un cadre de formation et de nouvelles validations, D'accord. même s'il était habilité à pratiquer tout un tas d'actes déjà Ok. dans son ancienne entreprise. Il y a vraiment un besoin de revalider Une mise à jour sous le cadre, régulièrement, voilà, d'accord. des mises à jour et Ok. revalider ces actes sous le cadre de l'entreprise. Ok, pour Donc, évoluer si aussi on bien. part de rien, on est Mm. tout à fait capable de réussir puisque la formation est Mm. offerte par l'entreprise. D'accord, ok, non, c'est bon à savoir. Et donc toi, au sein de cette entreprise-là, en fait, quelles sont tes missions au quotidien et en quoi consiste technicien animalier? Alors, donc, nous, on travaille en animalerie, donc à 100% avec des animaux. Sur notre temps de travail, on va avoir la réalisation de procédures en lien avec des plans d'études et des expériences qui sont demandées par des clients. Donc nous, Ok. dans notre société, on est uniquement dans le cadre de contrats. On est Mhm. prestataire de services et on offre nos services à des sociétés qui nous contactent et qui veulent réaliser leur protocole chez nous. Et donc, il y a tout ce qui est soins des animaux, donc Mhm. leur donner de la nourriture, entretenir leur milieu de vie, la réalisation des procédures, l'entretien des locaux, Ok. tout ce qui est... il y a une partie également administrative de suivi d'études, Mhm. voilà, pour tout ce qui est gestion des données brutes qui sont générées et qui sont ensuite traitées et transmises en résultat aux clients. D'accord. Ah oui, donc c'est assez polyvalent. T'es pas tout le temps avec les animaux. Non, Enfin, non, c'est quand non, même assez ouais. c'est la majorité du temps, je dirais, c'est du 80-20 à peu près. Ok. Et donc là, tu parlais des animaux. Je pense que c'est ce qui peut aussi intéresser et éveiller la curiosité des gens. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, concrètement, en quoi ça consiste d'être avec les animaux? Est-ce que ça consiste juste les surveiller, nettoyer leur cage? Ou est-ce que tu as des actes à faire avec eux? Comment ça se passe? Alors en fait, quand un client arrive auprès de notre société pour réaliser son protocole, donc nous on est dans le cadre préclinique. Mhm. Donc c'est le client qui a un produit, il sait qu'il est efficace pour telle maladie, tel symptôme, Mhm. etc. Nous, on ne va pas tester l'efficacité du produit, on va tester sa toxicologie, donc pour D'accord. définir une dose d'administration et potentiellement définir surtout les doses à partir duquel on a un danger pour Mhm. pour l'organisme. Donc avant que ce soit d'abord testé sur l'humain, on a ce qu'on appelle la partie préclinique Mhm. qui consiste à faire de l'expérimentation animale. Donc toutes ces procédures sont réalisées en accord avec le client qui définit Mhm. son protocole, en adéquation aussi avec les directeurs d'études qui sont dans notre entreprise, qui Mhm. sont là pour conseiller le client sur la manière de procéder, ce qu'on est capable de faire dans notre entreprise, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on Mhm. peut adapter à ses D'accord. souhaits. Et donc finalement, ensuite, une fois que le plan d'études a été rédigé, on a un début d'étude, fin Mhm. d'étude et des points qui sont définis au fur et à mesure du protocole avec des pesées régulières, par exemple des animaux, une Mhm. distribution de nourriture quotidienne, les consommations de nourriture qui sont relevées tous les jours D'accord. pour savoir s'il y a un effet ou pas. Voilà, on a des actes qui sont réalisés suivant le type d'administration aussi qu'on va Mhm. réaliser sur ces animaux. Et donc au quotidien, c'est ça qui est intéressant. On se retrouve à avoir toujours des plannings qui sont différents, Ok. spécifiques d'études, et donc on est en perpétuel changement tout au long de la journée, tout au long de Mhm. notre semaine. Donc ça permet de ne pas tomber dans une routine trop rapidement. D'accord. Est-ce que au niveau des médicaments, tu as toutes sortes de médicaments? Quels sont les actes que tu fais? Enfin, Alors on a un panel de médicaments qui est proposé, donc ça peut ok. partir du vaccin, de l'anticancéreux, un médicament contre la fièvre ou contre... Mhm. Voilà, ça dépend. Donc le client lui D'accord. arrive avec son produit. Et ensuite, on peut avoir différentes voies d'administration. Donc un vaccin, ça sera une Ouais. injection intramusculaire. On peut avoir, pour mimer la prise d'un médicament par voie orale, une Mhm. administration orale. On peut avoir des administrations sous-cutanées. Donc voilà, l'idée, c'est de mimer
la voie d'administration qu'on va reproduire chez l'homme. D'accord, pour se Et rapprocher au maximum. exactement. Dans l'idée de mimer le plus exactement possible ce qu'on va reproduire chez l'homme ensuite. D'accord. Et est-ce que du coup, derrière, alors je te pose la question parce que du coup, il y a 2 semaines, j'ai reçu une directrice d'études qui, elle, justement, était là pour contrôler si tout se passait bien en même temps au niveau de ces protocoles-là. Est-ce que du coup, toi aussi, au sein de ton entreprise, tu as quelqu'un qui est quand même là pour contrôler tes protocoles, pour vérifier que tout est mis en place, que au niveau du bien-être animal, ça soit bien respecté? Comment ça se passe? Alors nous, c'est extrêmement contrôlé, extrêmement cadré, dans le sens où le client arrive avec son protocole. Il se peut que ce soit un client régulier, il a ses habitudes et il sait très bien comment on fonctionne, ou alors c'est un client complètement nouveau, et dans ces cas-là, il va être mis en relation avec un directeur d'études. Ce directeur d'études va revoir le protocole du client, va définir également le protocole standard qu'on est capable d'appliquer pour cette procédure au sein de l'entreprise. Et ensuite, une fois que les deux parties sont d'accord sur un plan d'études commun, ce plan d'études est diffusé et il arrive ensuite en animalerie auprès d'une personne qui va organiser nos plannings, dire à tel jour on va aller faire tel acte parce que c'est défini comme ça au plan d'études. Par exemple, on va administrer tous les jours aux animaux, ou alors on va administrer une fois par semaine ou juste une fois pendant toute la durée de l'étude. Ça dépend le type de produit qu'on va utiliser et ses caractéristiques. Et donc il y a sans arrêt un contrôle. Il y a également des audits qui sont réalisés par de l'assurance qualité qui permet le bon respect de nos procédures et de garantir qu'un protocole réalisé par un client et par nos soins est réalisé avec la même exigence pour un autre client, et assurer également une reproductibilité de notre protocole à travers le monde également. D'accord. Donc voilà, c'est juste si les personnes sont intéressées un peu plus en détail, on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec Elia à propos de l'assurance qualité. Donc c'est bien parce que ça renvoie aussi, ça montre qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour contrôler et qui s'occupent de tout ça. Et du coup, toi, on parlait de formation sur le bien-être animal, sur des réglementations qui existaient, qui ne sont pas forcément connues de tous, parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne fait pas n'importe quoi, même si ça tend aussi à s'améliorer de plus en plus. Et est-ce que vous avez des formations à ce niveau-là, au niveau de, comme je disais, le bien-être animal, ou au niveau des réglementations? Alors oui, c'est indispensable. Tous ces protocoles sont évidemment soumis à un regard éthique. Donc il y a un comité d'éthique animale qui va retravailler tout le protocole également et s'assurer qu'on soit dans les règles sur, par exemple, la quantité des prélèvements qu'on va réaliser sur les animaux, de manière à ce que ce ne soit pas trop invasif. Ok, invasif, c'est-à-dire, je sais pas si ça parle à tout le monde ce mot-là. On n'engendre pas une souffrance animale qui ne soit pas contrôlée. Donc, par exemple, si on va prélever un volume de sang, c'est comme quand des personnes vont faire un don du sang, il y a un volume qui est défini, et pareil, il y a un volume de sang qui est défini, maximal. D'accord, pour pas qu'au-delà, l'animal... Voilà, exactement. D'accord, oui, donc en fait, vous faites pas, comme on se disait un peu il y a le mois dernier, vous faites pas n'importe quoi. Non, pas du tout. Et tu parlais de la formation. Avant de passer sur études, il y a tout on a un cahier de formation qui recense les actes qu'on est capable de faire, où on est validé ou pas pour réaliser ces actes. Sachant qu'on a toute une partie d'entraînement qui est réalisée avant sur, par exemple, des peluches, pour tout ce qui est contention, pour tout ce qui est répétabilité des gestes de prélèvement éventuellement ou d'administration. Et une fois qu'on a un geste sûr et qu'on se sent capable de faire ça, on réalise d'abord les actes sur des animaux en dehors d'études. Et donc une fois que toute cette première approche sur des peluches, par exemple, est réalisée, on a un formateur qui va nous emmener ensuite à réaliser des actes sur cette fois des animaux vigiles. Et il y a un accompagnement où le formateur va nous montrer comment réaliser la procédure sur un animal vigile, et ensuite nous offrir la possibilité de s'entraîner également sur études, et de passer sur études. Et une fois qu'on sera validé sur études, on sera autonome et habilité à réaliser cet acte. D'accord. Et les formateurs, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les vétérinaires, donc, ou même, peut-être pas des chirurgiens, mais voilà, est-ce que vous avez des vétérinaires qui vous accompagnent? Alors, on travaille avec des vétérinaires, avec des chirurgiens également. Ok. Et les vétérinaires font une partie intégrante de notre métier, puisque dès qu'on a le moindre doute sur la santé d'un animal, dans notre entreprise, il y a plusieurs vétérinaires qui sont sur site
en permanence. Et donc, ils rentrent en animalerie pour constater l'état de l'animal et pour éventuellement, si jamais l'état de santé de l'animal est trop mauvais, abréger la situation de l'animal. D'accord, ouais, donc vous avez quand même, vous êtes quand même très accompagné, enfin, vous avez beaucoup de formation, vous n'êtes pas lâché comme ça Non, non, non. dans la gueule, ouais. Et comme je te disais, même s'il y a quelqu'un qui vient d'une autre entreprise qui est déjà habilité pour faire tous ces actes-là, il repasse par un cycle de validation pour s'assurer qu'il est bien capable de réaliser cet acte. Ah ouais, non, je pensais pas qu'il y avait autant de formations. Moi, je me rappelle, tu parlais des peluches. Moi, durant mes formations, on s'est entraîné avec des queues de souris, mais qui étaient très réalistes, des queues de rats, mais pas des vrais, hein, je pense que c'était du caoutchouc, je sais pas c'était quoi la matière, qui On a la même très chose. très réaliste et On a la même c'était chose avec assez ressemblant. Et c'est vrai que du coup, pour pouvoir s'entraîner, ça évite d'utiliser beaucoup d'animaux. Et c'est vrai que du coup, de ce côté-là, les technologies évoluent et ça permet du coup de pouvoir pratiquer sur des modèles assez réalistes sans utiliser des vrais modèles vivants. Donc ça, je Bien trouve sûr. ça bien parce que c'est vrai que ça tend à évoluer en tout cas. Et toujours dans le cadre du raffinement des procédures et de s'assurer d'être le plus formé au moment où on arrive à réaliser nos actes sur des animaux vigiles. Il y a beaucoup la réalité virtuelle qui est développée. Et donc, on vient sur des personnes qui sont expertes dans leur domaine, leur mettre une caméra en première personne. Donc, la personne va réaliser les actes et ensuite, avec un casque de réalité virtuelle, on va avoir nos supports de formation qui vont être projetés, par exemple, sur notre gauche et sur notre champ de vision. On va avoir comme si on était à la place de ce formateur. On va voir ses bras. On a l'impression vraiment d'être à sa place. C'est hyper intéressant. Et donc, le formateur va ensuite dérouler toute sa procédure. On aura le support avec le déroulé de la procédure papier qui sera sur notre gauche. Si jamais on regarde le support, la vidéo, par exemple, se met en pause. Et donc, ça nous permet d'avoir une formation à la première personne pour se rendre compte du geste qu'on pratique et de ce qui va être la réalité de notre acte. Donc ça, c'est vraiment en devenir et je pense que ça peut avoir un essor considérable sur la qualité et l'amélioration de la formation dans notre domaine. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça. En médecine aussi, je crois qu'ils commencent de plus en plus à utiliser pour les actes chirurgicaux. Donc c'est hyper intéressant de savoir qu'aussi c'est développé dans votre milieu. Et tu parlais justement de raffinement. Alors, on en a déjà discuté justement au podcast avec la personne qui était directrice d'études, de la règle des 3 R, voire même des 4 R. Est-ce que toi, tu peux aussi nous en dire un peu plus pour déjà les personnes qui n'ont pas forcément écouté ce podcast-là ou histoire de faire une piqûre de rappel? Oui, tout à fait. La règle des 3 R, c'est le remplacement, le raffinement et la réduction. Ça permet de diminuer l'impact que l'on peut causer sur ces animaux. Donc on va s'assurer par exemple que pour un animal, on tire le maximum d'informations une fois que la procédure est engagée. Si jamais on peut se passer de l'expérimentation animale pour obtenir des résultats, on le fera. On va également réduire le nombre d'animaux par exemple qui sont engagés, à savoir que quand une étude débute sur un nouveau médicament, on ne va pas engager un nombre d'animaux qui sera conséquent. On va toujours être sur un nombre extrêmement réduit pour d'abord avoir nos premiers résultats et ensuite, au même titre que des essais cliniques, on va avoir un petit pool de personnes qui va recevoir les premiers traitements et ensuite on avance petit à petit pour arriver à une mise sur le marché. D'accord, ok. Et toi, du coup, au quotidien, qu'est-ce que tu fais pour les appliquer? Est-ce que les règles de 3R, elles sont suffisamment appliquées ou il y a encore des choses à améliorer? Alors, en ce sens, oui, c'est vrai que on parlait du cadre de la toxicologie, donc il ne faut pas nier l'aspect souffrance animale. On peut être confronté à une souffrance animale dans notre quotidien. Et dans ces cas-là, c'est être capable de réagir le plus rapidement possible pour prendre une décision, soit pour offrir un soin à cet animal si c'est possible, ou alors offrir une liberté à cet animal en le sacrifiant et en évitant qu'il ait trop de souffrance. Donc c'est pour ça qu'on travaille dans le cadre en permanence avec des vétérinaires qui vont poser ce diagnostic, qui parlent également beaucoup avec les clients qui sont extrêmement soucieux du bien-être animal. Parce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de nos résultats dépend du bien-être de ces animaux.
Le paramètre stress, par exemple, est Un extrêmement fort impact. Donc, a un fort impact sur nos résultats. Donc plus nos ouais. animaux seront en meilleure santé, moins on a de la souffrance animale ou du stress sur ces animaux, Mm. plus la reproductibilité et la fiabilité de nos résultats seront importants. Donc effectivement, de toute façon, même si la personne n'est pas forcément sensible au bien-être animal, elle aura dans tous les cas tout intérêt à rendre au meilleur le bien-être animal pour effectivement réduire ce stress pour avoir des meilleurs résultats. Donc en fait, qu'une personne le soit sensible ou pas à ça, dans tous les cas, elle cherchera le bien-être animal avant tout pour ses propres résultats. Et effectivement, tu parlais des structures. Alors on en a aussi bien discuté il y a un mois avec le podcast dont j'ai mentionné précédemment, où elle expliquait justement toutes les structures qui sont mises en place. Il faut savoir qu'effectivement, en France, il y a aussi beaucoup de structures, beaucoup de réglementations qui se durcissent petit à petit et qui tendent aussi à s'améliorer pour justement, en priorité, favoriser ça. Alors bien sûr, comme tu disais, c'est toujours compliqué, surtout dans certains domaines d'études, c'est jamais facile et même si la recherche évolue, les technologies évoluent pour essayer de pallier à cette souffrance. Bien sûr qu'on le nie pas, que c'est pas du 100%, enfin on n'évite pas totalement, mais c'est vrai que ça tend de mieux en mieux et c'est bien. Et Exactement. de toute façon, comme on l'a mentionné, alors me permets de l'ajouter ici pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté le précédent podcast, que avant d'effectuer des études précliniques, il y a toujours des études in vitro, c'est-à-dire que c'est à l'échelle cellulaire ou sur des organoïdes, donc des structures de tissus ou de plusieurs types cellulaires ensemble, où on va d'abord tester des médicaments, des traitements ou différentes choses sur ces cellules-là, et en tout cas à l'échelle cellulaire, avant de venir sur un organisme entier. Donc, et de plus en plus, on nous demande, et notamment tu nous parlais de raffiner, c'est justement, on va nous demander avant de tester sur les animaux, de tester à l'échelle cellulaire et en tout cas en laboratoire. Et du coup, j'avais une question en fait du public que je voulais te demander à la fin, mais du coup je rebondis et je vais te la poser maintenant. Comment toi au quotidien tu gères la souffrance animale ? Alors, c'est une question très intéressante et assez compliquée de répondre parce qu'on est tous amenés à côtoyer des animaux dans notre quotidien, que ce soit nos animaux domestiques, etc. Je trouve que dans notre situation, et pour en parler beaucoup avec notre collègue, il y a la réalité d'une fatigue compassionnelle. Voilà, quand on est amené à observer cette potentielle souffrance animale, qui n'est vraiment pas quotidienne, et c'est vraiment ça que j'ai également envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est que quand un animal va pas bien, comme ce n'est pas la réalité permanente, on est tout de suite beaucoup plus réactif dans notre prise de décision, et on est tout de suite beaucoup plus alerte quand on observe un animal qui a un comportement, particulier. D'accord, parce que du coup, comment vous détectez une souffrance animale? Parce que les animaux ne parlent pas. Alors bien sûr, il y a des signes et on le voit même nous quand, pour les personnes qui ont des animaux chez eux, on sait très bien quand, un animal va moins bien. Est-ce que vous, du coup, vous avez des points, qui vous permettent de dire: «Ah bah là, l'animal commence un peu à souffrir», et est-ce qu'à partir de quand vous vous dites: «Là, non, stop, c'est trop de souffrance, on arrête le traitement», ou alors, vous appelez le vétérinaire? Enfin voilà, à quel moment Alors ça se passe? personnellement, dans ma position sur l'animalerie dans laquelle je travaille, je suis ce qu'on appelle relais vétérinaire. Donc Qu'est-ce que c'est? tous les 2 jours, en fait, on va réaliser un topo sur l'état de l'animalerie, sur toutes les études qu'on va avoir en animalerie, sur l'état de santé des animaux. Donc on envoie, comme nous, on côtoie ces animaux quasiment 24 heures sur 24, on est beaucoup plus à même de voir une dégradation de l'état de santé d'un animal, par exemple. Et donc tout de suite, on va alerter le vétérinaire si vraiment c'est urgent. Ou ensuite, sinon, si par exemple on observe une baisse de consommation de nourriture sur un animal, on va commencer à suivre ça en se disant, bah, est-ce que c'est juste épisodique, ou alors est-ce qu'on est en train d'observer vraiment un changement d'état de santé sur cet animal. Et donc on fait un point sur ces vétérinaires de manière détaillée tous les 2 jours sur l'état de santé de tous nos animaux présents en animalerie. Et ça permet donc d'avoir un suivi le plus étroit possible de l'état de santé de tous nos animaux. Et tu disais de regarder l'état de l'animalerie. Est-ce que vous regardez vraiment que les animaux, ou aussi, par exemple, l'état des cages, l'état des structures? Comment c'est au niveau d'une animalerie? Est-ce qu'il y a une ventilation?
Parce que j'imagine bien que beaucoup d'animaux dans une même structure, il faut quand même un minimum d'hygiène. Bien sûr. Alors, dans notre métier, il y a différents types d'animalerie. Il y a des animaleries type conventionnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas de statut sanitaire qui est imposé. Donc, D'accord. on peut avoir toutes les bactéries, tous les pathogènes, tous les virus possibles euh, Au sein de l'environnement ou en études? Non, au sein de l'environnement, par exemple, on va pas avoir une ventilation qui va être filtrée. Du coup, je vais préciser, en fait, ça va pas être on va laisser les pathogènes circuler, ça va être en fait un air ambiant classique, comme si on était Voilà, dans l'air exactement. dehors. C'est-à-dire que c'est voilà, une structure où on aura un air ambiant et en fait, vous n'allez pas filtrer l'air extérieur pour stériliser le milieu. Donc ça, c'est la structure conventionnelle. L'animalerie conventionnelle. Et ensuite, il existe des animaleries protégées où là, tous les animaux que l'on va faire rentrer dans l'animalerie sont exempts de tels pathogènes, de telles bactéries. D'accord. Ils ont un statut sanitaire qui est défini, contrôlé à leur arrivée et qu'on doit garantir au sein de notre animalerie. D'accord. Et donc, dans ces zones dites protégées, l'air est renouvelé 10 fois par heure. On a également un entretien des cages, mais ça, que ce soit en quotidien ou en conventionnel, qui est quotidien, où on va donc nettoyer les sols, remettre de la litière, nettoyer les mangeoires, voilà, tout le cadre de travail est contrôlé et renouvelé régulièrement pour s'assurer qu'il y ait la qualité la meilleure, que ce soit pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour la qualité de nos résultats. D'accord. Et toi, au quotidien, tu travailles avec plusieurs espèces animales ou tu es affilié à une seule espèce? Alors moi, j'ai commencé sur une seule espèce et maintenant, je travaille sur 2 espèces. D'accord. Donc j'ai d'abord commencé sur le lapin et maintenant, je travaille également sur le rat. D'accord, tu fais lapin et rat. Oui. Toi, au niveau de tes 2 espèces, tu as dû repasser une nouvelle formation pour d'être au niveau du rat, parce que je présume que les actes ne sont pas exactement les mêmes. Alors oui, tout à fait. Même si l'administration utilisée, par exemple, en intramusculaire est identique, la procédure pour réaliser sur un lapin qui fait 5 kg ou un rat qui fait 200 grammes, la manière de tenir l'animal ou d'administrer n'est pas pareille. Donc pareil, quand j'ai été amené à passer sur cette nouvelle espèce, je suis reparti de zéro, même si j'avais plusieurs années d'expérience sur le lapin. J'ai été amené à repartir de zéro sur cette nouvelle espèce où, avec un formateur, j'ai repratiqué et j'ai dû me faire valider sur tous les actes maintenant que je réalise sur cette nouvelle espèce. Est-ce que toi, du coup, plus tard, tu pourrais être amené à faire des formations une fois que tu seras un peu plus spécialisé dans ton domaine? Alors oui, au sein de notre animalerie, on a des formateurs qui ont commencé comme tout le monde. Ensuite, ils ont pris de l'expérience, ils ont été formés par des personnes qui ont quitté l'entreprise. Et leur qualité pédagogique ou de technicien les a amenés à devenir formateurs à leur tour. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très intéressant. Et après, il faut savoir que la formation n'est pas exclusive. On a des formateurs qui sont référents, mais on passe également avec d'autres techniciens sur des actes identiques parce que chaque technique peut être raffiné par une personne. Et ça permet également de remettre à jour éventuellement nos procédures si on se rend compte qu'une technique peut être améliorée de telle ou telle manière. Donc il y a vraiment un échange et un partage des savoirs qui est réalisé au quotidien entre les techniciens, entre les formateurs et toute la hiérarchie de l'entreprise. Donc c'est très intéressant et ça évolue au quotidien. D'accord. Pour toi, est-ce que, donc même si là on montre qu'il y a quand même beaucoup de règles, tu parlais aussi qu'il y avait aussi un petit peu parfois de la souffrance animale ou que ça reste quand même de l'utilisation des animaux. Est-ce que tu trouves qu'à l'heure actuelle on pourrait se passer des études précliniques? Parce que je pose la question parce qu'on entend aussi beaucoup de personnes qui disent que maintenant on pourrait faire justement à l'échelle d'un organe. Alors pour moi qui suis plus dans ce domaine-là, il n'est pas encore possible d'avoir des organes
organes entiers en laboratoire qui sont fonctionnels, donc c'est aussi difficile. Un organe isolé n'est pas non plus un organisme entier, c'est-à-dire que les organismes travaillent ensemble. Donc on peut pas, même si on peut faire une étude, donc pour moi par exemple ça a été mon cas, je fais des études sur des organes isolés, ça n'a pas non plus les mêmes conséquences que sur un organisme entier. Du coup, est-ce que pour toi, à l'heure actuelle, on pourrait se passer de l'étude préclinique ou est-ce qu'on pourrait réduire ou alors tu trouves que les réglementations et les études qui sont mises en place sont en cohérence avec notre temps? Alors, est-ce qu'on pourrait se passer à l'heure actuelle de l'expérimentation préclinique? La réponse est non. Parce que comme tu l'évoquais, les relations interorganes sont très compliquées à mimer en in vitro. Peut-être que dans 20 ans, les technologies permettront d'offrir cette possibilité. Et c'est ce que beaucoup de chercheurs tentent et cherchent à faire. Exactement. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent avec nous et avec moi seront d'accord d'aller dans ce sens-là. On a déjà un gros gain qui a été offert notamment avec tous les essais cosmétiques, chose qui n'était pas le cas il y a de ça 30 ans, 40 ans. On était obligé de faire. Il faut savoir que l'expérimentation animale est interdite en cosmétologie, en France en tout cas, ou même en Europe. C'est interdit. Donc dans tous les cas, je rebondis là-dessus parce que souvent on voit des produits où du marketing quoi, qui disent oui, pas d'expérimentation sur les animaux. Mais en fait, si vous achetez n'importe quel maquillage ou n'importe quel truc qui a été fait en Europe, donc notamment en France, si vous achetez français, c'est forcément interdit sur les animaux. C'est depuis bien, alors je vais peut-être pas dire une bêtise, mais au moins 10 ans, quoi, une dizaine d'années. Oui. Et donc voilà, on y vient. C'est quelque chose qu'on pensait impossible avant. Les essais cosmétiques ont permis de montrer par les avancées technologiques qu'on pouvait s'en passer grâce soit à de la culture cellulaire qui mimait des peaux synthétiques en in vitro, des choses comme ça. Donc voilà, peut-être que l'humain permettra d'ici 10-20 ans de se passer et de réduire encore plus l'expérimentation animale. Si c'est le cas, on est très demandeur pour ça, puisque c'est vrai que ça permettrait d'accélérer éventuellement aussi les processus, puisqu'il faut savoir que les procédures qu'on réalise peuvent être des fois très longues. Donc si on peut offrir cette possibilité dans un futur proche, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant et heureusement qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chercheurs, il y a de plus en plus d'études, je le vois bien moi quand je regarde donc actuellement les offres de poste ou d'études qui tendent à essayer de recréer entre guillemets des organes en laboratoire, de recréer des structures, donc ça se fait beaucoup notamment sur la peau comme tu l'as dit, ça commence à s'améliorer, on commence à avoir de nombreuses choses qui sont réalisables. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on ne peut pas étudier des interactions entre organes et on ne peut même pas non plus fabriquer un organe en culture et ensuite qu'il soit fonctionnel derrière pour qu'on puisse étudier. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué, mais comme tu dis, effectivement, il y a de nombreuses avancées qui sont faites. Et du coup, tu penses qu'autour de toi, toi déjà, est-ce que tu es sensibilisé au niveau de la cause animale ou quel est ton lien avec les animaux? Alors donc personnellement, j'ai un petit chat au quotidien, donc c'est vrai qu'on est tout de suite beaucoup plus sensible à la cause animale et à améliorer leur bien-être au quotidien et s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Donc c'est vrai que quand je suis au travail et que je côtoie tous ces animaux, pour moi, ce sont mes animaux, entre guillemets. Ouais. On a envie de les sentir le mieux possible. Et voilà, l'affect est extrêmement important. Et garantir leur bien-être et voir ces animaux épanouis, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Voilà, on est des humains avec un cœur et voir de la souffrance, on n'est jamais amené à apprécier ça. Donc moi, quand je vais au travail et que je côtoie tous ces animaux, je leur apporte au quotidien du mieux possible ce que j'aimerais apporter à mes animaux domestiques. Donc. Ok, non, c'est vrai que tu disais qu'on n'est pas... tu parlais de généralité, mais tout le monde n'est pas forcément sensible envers les animaux. Tout le monde n'a pas forcément la même sensibilité. Mais toi, c'est vrai que du coup, tu te considères, tu es quand même très sensible au niveau de animaux, de l'être vivant. Et c'est la même chose pour mes collègues. On en parle très souvent. On a également des formations là-dessus. On en parlait tout à l'heure de la fatigue compassionnelle. C'est très important d'en parler entre
entre collègues, d'ouvrir ce discours et à chaque fois qu'on amène le sujet pendant nos pauses, etc., on est tous unanimes à se dire que ce qu'on réalise et le bien-être de nos animaux, c'est notre priorité. Ok. Mais je trouve que c'est bien, justement, je pense qu'il faudrait presque que des personnes, justement, qui soient très sensibilisées envers le bien-être animal et envers les animaux pour faire ce métier, pour justement éviter aussi les dérives, parce que, bon, là, on parle dans ta structure, dans ton entreprise, on parle pas de manière générale, mais voilà, pour éviter aussi toute dérive, je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui soient sensibilisées et qui aiment les animaux pour faire le métier au mieux et prendre au mieux le plus soin possible de ces animaux-là. Pour poursuivre cette interview, je vais te proposer un petit jeu, le petit jeu en yes-no, où tu as les buzzers donc, tu as devant toi, où tu dois devoir buzzer par oui ou par non, et si tu veux l'argumenter, tu peux, ou tu peux simplement répondre juste oui ou non si tu n'as rien de plus à amener. Du coup, première question, es-tu en lien avec d'autres professionnels qui pourraient être spécialisés dans le domaine, ou alors qui, je pense notamment avec le comité éthique dont on a mentionné précédemment, est-ce que toi directement tu es en lien avec d'autres professionnels autres que les vétérinaires dont on a mentionné? Alors oui, évidemment, on a d'autres personnes qui travaillent avec nous autres que des vétérinaires. Donc on l'évoquait, il y a les directeurs d'études, on a toute la partie managériale également, où voilà, c'est des personnes qui ne réalisent pas de procédure, mais qui sont juste là pour encadrer le personnel. Au quotidien. On peut avoir des prestataires extérieurs, par exemple, qui vont réaliser sur des procédures spécifiques où on a des besoins en radiologie. Donc, on va avoir des spécialistes en radiologie qui vont être amenés... Des médecins ou d'autres vétos Non. Alors là, ils ont peut-être une formation en vétérinaire de base, mais voilà, leur spécialité, c'est de réaliser des actes de radiologie, par exemple. On peut être amené à avoir des spécialistes en santé oculaire. D'accord. Voilà, En fonction des spécialités, voilà, tu as vraiment des spécialistes dans un domaine, c'est pas toi qui gères totalement. Voilà. Donc c'est vrai que si tu as un problème aussi, par exemple, avec un animal, tu sais que tu peux les contacter, enfin, tu as un lien, t'es pas tout seul devant ton animal s'il y a un petit problème ou voilà, où tu as besoin de plus de précision. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on t'a mentionné le fait que tu avais un petit chat? Est-ce que tu peux avoir le fait de travailler, par exemple, notamment là avec des lapins et des rats, donc certaines personnes ont des lapins chez eux, est-ce que tu peux avoir n'importe quel animal chez toi à partir du moment où tu fais de l'expérimentation animale, ou en tout cas tu travailles dans ce type de structure? Alors non, c'est une des spécificités de l'animalerie dans laquelle je travaille. Comme je travaille donc sur une zone protégée avec un environnement qui est filtré et qui est contrôlé. Potentiellement, si j'ai un lapin chez moi, il peut potentiellement contaminer la zone dans laquelle je travaille, et donc je dois faire attention. Après, si je vais chez quelqu'un, par exemple pour une soirée, un apéritif, et que cette personne a des animaux, je ne vais pas m'interdire d'aller chez eux juste pour ça. Mais voilà, il faudra que je fasse attention, que tu... Voilà, que je le touche pas spécialement, ou alors au minimum me laver les mains, me doucher, etc. Pour éviter de contaminer la zone avec des pathogènes qu'on ne veut pas retrouver dans notre environnement. Ok. Et est-ce que les animaux que vous avez au laboratoire ont des prénoms? Alors oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement, et c'est super plaisant parce que on a toujours des petites mascottes dans des études, voilà, des animaux qui ont un petit caractère qui sort du lot, et donc on va s'attacher, on va avoir tendance à leur donner des petits prénoms et à se le passer de technicien en technicien en disant ah bah tiens, t'as vu, il y a un tel, il est trop drôle, il fait ça. Non, il y a vraiment de manière extrêmement naturelle. Vous les nommez. J'avais été étonnée parce que c'est vrai qu'on entend aussi souvent où les gens pensent que voilà, les animaux en laboratoire, ce sont que des numéros, et puis voilà, ils passent, et puis non, en fait, vous les considérez vraiment comme des êtres vivants, et vous essayez au maximum, en tout cas, de les considérer comme des êtres vivants. Et j'avais été étonnée de parler avec une autre personne qui faisait le même métier que toi, et qui, en fait, justement, avait nommé tous les animaux sur lesquels elle travaillait, et elles avaient des prénoms, et puis tu voyais qu'elle était vraiment touchée par ces animaux-là, et qu'elle tenait à eux. Et enfin, voilà, donc c'est vrai que je me demandais si c'était le cas partout, ou en tout cas, c'était le cas pour toi aussi. Non, c'est le cas
partout et je pense que c'est la dimension humaine qui veut ça. Et je pense que peu importe dans quel laboratoire tu vas, à partir du moment où la personne fait de l'expérimentation animale, on est obligé d'avoir cet affect et ce besoin de donner du lien Ouais. avec ces animaux vivants que l'on a devant nous en permanence. Et c'est vraiment, vraiment très sympathique et ça Ok. permet un petit peu de décharger de cet Ouais, puis de environnement qui garder peut aussi ce côté parfois. humain, de toute façon, Exactement. qui est important à Ouais. garder, je pense. C'est un indispensable dans notre métier. Est-ce que du coup, les animaux qui ne sont pas forcément mis à mort peuvent être réhabilités? Alors oui, ça arrive, mais dans certaines conditions. D'accord. Sur une étude classique, à partir du moment où on commence un protocole, quand le protocole sera terminé et que toutes nos expériences seront terminées, les animaux seront mis à mort, puisqu'il faut être capable d'autopsier ces animaux et de s'assurer de voir tous les organes, de les prélever entre un animal contrôle et un animal ayant reçu le produit. Donc un animal ayant été en étude sera Ouais. sacrifié. Pour être, entre guillemets, utilisé derrière, comme tu le dis, effectivement. Enfin, c'est vrai que je me permets de le préciser, on peut imaginer que ouais, puis c'est bon, il a été utilisé, non, on le tue et puis ce qui sert à rien. Non, si derrière il est mis à mort, c'est parce que justement, on va essayer d'en tirer un maximum d'informations pour justement, comme on disait, raffiner le protocole et donc utiliser un maximum d'informations sur cet animal-là pour pas non plus en utiliser un autre en disant mince, j'ai pas regardé ce qui se passait au sein de l'organe, bon, bah du coup, je vais devoir refaire d'autres animaux. Non, sur un même animal, on va faire de son vivant et aussi, bah, malheureusement, de sa mort pour en tirer un maximum. Mais effectivement, des fois, les protocoles font qu'ils ne sont pas forcément mis à mort. Oui, et c'est le cadre le plus souvent quand on fait de la réintroduction d'animaux. C'est par exemple une étude qui est annulée parce que le client D'accord. n'est pas content Convaincu. de son produit à l'heure actuelle. Il a peut-être trop bien anticipé la situation. Il a commandé ces animaux qui sont arrivés donc en animalerie et finalement il décide de faire machine arrière en pensant que son étude s'est lancée de D'accord. manière trop précoce et donc ces animaux ne vont pas être sacrifiés puisqu'ils ont absolument rien Mhm. et on va s'organiser avec une structure qui s'appelle le Graal qui récupère des animaux issus de l'expérimentation animale. D'accord. Donc ces animaux sont sains, n'ont pas subi de protocole X ou Y dessus, ils n'ont pas eu d'acte invasif sur eux. Et donc ça peut arriver que ces animaux, si jamais ils sont arrivés en animalerie et qui n'ont pas été utilisés, puissent être réintroduits par le Graal auprès des SPA pour ensuite être adoptés et avoir une vie Et heureuse chez un une personne particulier. lambda là, qui serait intéressée, est-ce qu'on pourrait nous-mêmes directement adopter un de ces animaux? Il faut forcément passer par la SPA. Alors donc nous, en tant qu'entreprise, c'est pas nous qui allons réaliser ces réhabilitations. L'entreprise va contacter le Graal qui est spécialiste là-dedans. Et cette association va ensuite réaliser toute la procédure pour garantir un lieu d'accueil pour ces animaux une fois qu'ils auront quitté nos animaleries. Donc elle va se renseigner auprès de plusieurs SPA à travers toute la France pour ensuite leur trouver des places d'hébergement D'accord. et qu'ensuite ils passent en protocole d'adoption au sein de la SPA. D'accord, ok. Et est-ce qu'ils ont un site internet, si jamais d'autres personnes pourraient être curieuses de ça? Oui, tout à Ouais. fait. Le Graal, Ok, bon, vous je le tapez ça mettrai sur un en moteur de description, du recherche. coup, je mettrai en description le site internet, et comme ça permettra à des personnes qui pourraient être intéressées, parce que c'est vrai que c'est toujours aussi, enfin, les personnes, on souhaite que ces animaux-là aussi retrouvent une meilleure vie, enfin voilà, finissent leur vie dans de meilleures conditions, donc ça permettrait peut-être à des personnes de contribuer. Bon, bah du coup, j'ai une dernière question pour ce petit jeu, qui est plus une question pour les étudiants. Alors, on n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet aujourd'hui, mais tu as mentionné en début de podcast que tu avais donc malheureusement pas validé le master que tu souhaitais et que du coup tu avais dû rebondir. Enfin, en tout cas, tu avais dû trouver un travail derrière et donc abandonner tes objectifs que tu avais. Est-ce que ça a été difficile de rebondir après ce master? Alors oui, c'est vrai qu'il ne faut pas le cacher, ça reste un échec, même si maintenant j'ai décidé d'en faire une force et de voir du bon côté cet échec. Au moment où je me suis dit tu ne pourras pas réaliser ce que tu as toujours voulu, ça a été compliqué. J'ai essayé tout de suite de passer outre et d'aller de l'avant, comme tu disais, de rebondir.
Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui trotte dans la tête encore Ouais. maintenant. Voilà, il faut être honnête, de se dire bon bah si je m'étais donné les moyens à un moment donné, est-ce que peut-être j'aurais une situation différente. Maintenant, je suis épanoui dans ce que je fais, j'apprends au Mm. quotidien. Donc c'est comme ça que j'arrive à avancer aujourd'hui. Mais voilà, moi je suis très heureux d'avoir choisi Mhm. cette manière de rebondir. Et voilà, j'espère que si je peux donner un petit peu De force et si je peux donner un d'encouragement. petit peu d'encouragement tout à fait à des personnes qui sont dans cette situation, voilà. Ok. Bon, je suis désolée en tout cas pour cette question, mais c'est vrai que je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas, enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas où des fois peuvent être perdus ou ont des objectifs et n'y arrivent pas forcément dans ces objectifs. Et je trouve ça intéressant aussi de montrer que ben, c'est dur, il faut rebondir dans ce qu'on n'a pas forcément réussi à atteindre, en tout cas dans ce qu'on voulait atteindre, mais de montrer aussi on peut aussi s'épanouir dans un autre milieu et en fait, il y a forcément d'autres choses qui peuvent nous plaire que des fois on va pas forcément y penser et voilà, ça peut encourager, en tout cas j'espère que ça en inspirera et encouragera certains étudiants. J'espère aussi. En tout cas, j'ai 2 dernières questions qui m'ont été posées sur Instagram lorsque j'ai mis la story si des personnes avaient des questions pour ton métier. La première question, la personne se demandait quels étaient les 3 aspects qui te plaisent le plus dans ce métier. Alors pour moi, premièrement, c'est le contact avec les animaux. D'accord. C'est un besoin que j'ai dans ma vie. Ok. J'aime les animaux et ça peut sembler étrange, je pense, aux yeux Mm. de certaines personnes qui sont amenées à nous écouter, de se dire il pratique de l'expérimentation animale et à côté de ça, il adore les animaux. Oui. Voilà, ça peut être une dualité un petit peu particulière. Mais je pense qu'il faut aimer les animaux pour réaliser notre métier. J'ai plaisir à les côtoyer au quotidien et Mm, mm. à les voir tous les jours. Ensuite, il y a le côté formation qui est extrêmement Mhm. enrichissant, puisque on n'est jamais à l'arrêt, on est toujours en soif d'apprendre, d'améliorer notre capacité à travailler. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, je dirais travailler dans la science. C'est quelque chose que j'adore, qui Mhm. m'anime. Et au quotidien, c'est quelque chose que je veux retrouver. J'aime ça, j'aime me poser des questions. D'accord. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec des scientifiques dans le cadre de mon métier et d'avancer au quotidien Ok. dans cette atmosphère. Parce que du coup, tu as quand même l'occasion de discuter avec d'autres, enfin des scientifiques, des chercheurs, ou ouais. Bien sûr, dans notre laboratoire, on a une multitude de Ok. scientifiques qui ont fait des thèses, des masters. Et donc ces personnes sont plus dans l'interprétation des résultats, après que nous les ayons générés. Mhm. Et donc quand on les côtoie, on a plaisir à échanger sur des résultats, sur des Ouais. interprétations, ou alors sur un devenir de protocole qui est passé plusieurs années, ou alors même on a des retours des fois de médicaments qui sont arrivés sur le marché. Mhm. Et donc on a nos sociétés extérieures qui viennent présenter leurs résultats et dire bah regardez, vous ne faites pas ça pour rien, Ok. puisque tout ce que vous avez réalisé il y a de ça 1 an, 2 ans, et bah, c'est désormais sur le marché et ça permet de soigner des Ok. gens Ouais. réellement. Et là on a vraiment une dimension humaine Concrète. et concrète Mm. qui est exceptionnelle quand on sait que tout ce qu'on réalise au quotidien permet de sauver des vies. Ce qui Euh, est hyper intéressant parce que c'est pas forcément le cas en fondamental où c'est tellement très fondamental justement que c'est beaucoup trop éloigné. Enfin, justement, en tout cas, on est vraiment au début des recherches et du coup, on n'est pas du tout encore en clinique ou même parfois certaines études en préclinique et on n'a pas forcément justement cette perspective-là de se dire, ouah, ça y est, dans 2 3 ans, c'est concret ce que je fais. Non, parfois, ça met 20 30 ans avant que ça devienne vraiment concret et c'est hyper intéressant ouais, ouais, de se dire ouais. que au finalement, tu l'as pas fait pour rien et ça a été pour quelque chose, quoi. Donc c'est aussi, je pense, une dimension qu'on peut se dire. Et en fait, ça me ramène à ma dernière question, justement, qui a été, est-ce que tu as besoin d'avoir du recul? Donc tu as déjà un peu mentionné précédemment. Donc est-ce que tu as besoin d'avoir du recul pour effectuer ce que tu fais au quotidien? Alors oui, le recul dans mon métier est extrêmement important. Par exemple, moi je travaille uniquement avec des animaux qui Mhm. sont vivants. D'accord. Tout ce qui est mis à mort, je ne les réalise pas du tout. Ah d'accord, Il ok. y a des personnes qui sont dédiées à cette partie du protocole.
Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas assumer et que je ne voudrais pas réaliser. D'accord. Donc, toi, Donc vraiment, j'ai ouais. plaisir à être avec les animaux dans la meilleure santé possible et c'est quelque chose que je refuse et je ne pourrais Ok. pas travailler dans cette partie-là. Ah oui, donc par exemple pour une personne qui serait intéressée par ce type de métier ou qui trouverait ça intéressant mais voilà qui ne peut pas, par exemple ça peut être, moi je pense que si je serais amenée à faire ce genre de choses, c'est quelque chose que je trouverais très difficile. En fait t'es pas obligé, voilà, on n'est pas Non, 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 obligé. du tout, Ouais. du tout. Et je rebondis aussi là-dessus, enfin moi c'est le cas aussi dans certains laboratoires ou dans d'autres, si des personnes sont amenées à faire ce genre de choses et trouvent ça trop difficile parce que bah, bien sûr on aime les animaux et il y a aussi cet affect. On n'est pas obligé de le faire. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui va obliger de faire un acte dont la personne ne veut pas. Et en fait, on va souvent demander, ou alors une autre personne, trouver une solution pour que. Voilà, Exactement. on va pas forcer la personne si l'affect est trop là. Parce que c'est Exactement. normal, c'est dur aussi, hein, comme. On n'est jamais obligé de Ouais. quoi que ce soit dans notre métier. S'il y a quelque chose que l'on ne veut pas faire, on trouvera des solutions alternatives. Mais il y a des personnes qui sont un côté affect plus important pour telle ou telle espèce. Et ben, même s'ils peuvent être amenés à travailler dessus et qu'ils n'en ont pas envie, ils ne seront pas obligés de travailler sur cette espèce. Ok. Et, les dirigeants sont extrêmement compréhensifs là-dessus et on Ouais. n'aura jamais une personne qui sera obligée de faire quelque chose. On trouvera toujours des moyens pour D'accord. améliorer la situation. Ok. Bon, merci en tout cas. Dernière question qui est un peu spécifique au podcast. Est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou alors une thématique que tu souhaiterais que j'aborde? Alors oui, très bonne question et ça me rappelle un livre que j'ai lu et que j'ai adoré dévorer qui s'appelle Patient Zéro de Luc Perrineau. C'est un livre qui amène la science, entre guillemets, par le bas. Dans le sens où c'est les malades qui sont mis en avant et non les médecins qui ont mis en lumière. En évidence un phénomène ou quelque chose. Exactement. D'accord. Et donc c'est très très bien écrit, très rapide, sous forme de nouvelles, où on a un patient pour une maladie, un médecin, une découverte scientifique, et ça se lit extrêmement bien, c'est passionnant, et on voyage à travers les sciences, à travers les siècles, et c'est génial. Ah bah, je le mettrai en description du coup, c'est vrai que je pense que moi du coup je vais jeter un œil, j'en avais déjà entendu parler et peut-être que ça peut intéresser beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup Kevin d'avoir participé à ce podcast et d'avoir parlé de ton métier au sujet de l'expérimentation animale qui n'est jamais facile et qui, je peux comprendre, est un sujet assez sensible, qui est à juste titre bien évidemment. Donc je te remercie à toi et j'espère que ça t'a plu. C'était très intéressant, merci, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Et voilà, j'espère que de par mon interview, mon discours, j'ai pu permettre à des personnes de mieux comprendre mon métier, que j'ai plaisir à faire découvrir aux gens. Et donc, participer à ton podcast, pour moi, c'était beaucoup, vraiment quelque chose que je souhaitais faire. Et merci de m'avoir permis de parler de tout ça. Avec grand plaisir. Alors encore une fois, effectivement, c'est pas un podcast pour faire l'apologie de l'expérimentation animale et c'est vrai qu'on n'a pas forcément... mais c'est vraiment pour montrer les aspects et les métiers et de montrer que, d'éclaircir un peu plus ce qu'il s'y passe, les réglementations qu'il y a, les règles à suivre et aussi tous les protocoles que vous devez effectuer. Et effectivement, comme tu disais, de permettre aux gens de mieux comprendre. Je trouve que effectivement, pour se faire un avis, il faut comprendre un maximum d'aspects. Exactement. Et l'important, c'est d'essayer de lever le plus en plus de tabous et ça en fait partie et permettre aux personnes de s'exprimer comme tu le fais. C'est vraiment très appréciable. Bon, merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. J'espère que cela t'a permis de mieux comprendre l'expérimentation animale en laboratoire. Et pour rappel, ce dont nous avons parlé mentionne ce qu'il se passe dans son entreprise et les réglementations françaises. Et nous ne disons pas qu'il s'agit forcément d'une généralité et qu'il n'existe aucune dérive dans d'autres structures. Dans tous les cas, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et pour me retrouver sur les réseaux, abonne-toi à Basiologie sur Instagram ou sur LinkedIn à Perrine Burderon. En te souhaitant une bonne journée.